Bienvenue sur Sewa RS Podcast, la voix du bien-être familial afro. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Clay autour d'un magnifique thème, aimer une mère qu'on apprend à connaître à 50 ans. Clay va nous partager un magnifique témoignage, une histoire de vie, son histoire de vie, et on la remercie d'avance. Bonjour Clay, bienvenue. Bonjour Mandara, merci pour cet accueil. Merci à toi. Alors, avant de qu'on rentre dans le vif du sujet, de nous parler de ton histoire, peux-tu te présenter, qu'on puisse savoir qui est Clay? Ok, tu vois, la question que je me pose tous les matins pour rester bien dans ma routine et dans la considération de mon être dans sa globalité. Si au sein de l'humanité aujourd'hui on me demandait vraiment qui je suis, tout comme tu es en train de me le demander, je te dirais que moi je suis une femme qui a eu un parcours de vie qui a été très complexe, mais qui a été complexe par le fait que le grand divin a voulu que je connecte toutes mes parts d'amour, de foi, de grandeur véritable, afin de témoigner et de connecter au sein de cette terre humanité un bon nombre de dimensions qui me permettent d'être cette personne complètement développée au niveau émotionnel pour partager et comprendre, que ce soit les enfants, les adultes et autres. Peux-tu nous parler de ton histoire, ton enfance d'abord, pour commencer? Donc, mon enfance, moi, j'ai été issue d'un déni de grossesse. Donc, ma maman avait que 14 ans lorsqu'elle m'a eue. Donc, elle n'était pas consciente de cette grossesse. Elle n'était pas consciente, même au moment de l'accouchement, d'accoucher d'un enfant, puisque le déni de grossesse, si beaucoup de personnes ne connaissent pas ce fait, c'est un trouble psychiatrique qui vient vraiment déconnecter l'être humain, la femme qui le vit, la jeune fille, de son corps, en fait. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là? Et on pourrait presque dire que c'est une agression du corps plus que quelque chose de juste perturbateur. C'est le corps est agressé par un élément qu'il ne connaît pas. Cette grossesse, du coup, se fond dans ce corps et on ne voit ni un ventre qui pousse, ni des nausées, ni rien. Donc, elle m'a eu à 14 ans et par, je dirais justement, la voix du cœur, j'ai cheminé tout au long de mon adolescence des espaces qui m'ont permis d'aller me renseigner sur ce que c'était qu'un déni de grossesse. Bon, quand je l'entendais, parce que je l'ai entendu très tard, je devais avoir 12 13 ans, quand je commençais à entendre et à comprendre vraiment qu'il y avait eu quelque chose par rapport à cet abandon, puisque j'ai été abandonnée hein, par la suite. Et, euh, et j'ai été ensuite livrée, entre guillemets, confiée à mes grands-parents. Mais quand ils se sont séparés, malheureusement, Clay, ben moi, je me suis retrouvée à vivre au sein d'une famille qui était violente, qui était malsaine, qui était euh, bruyante et qui n'avait aucun respect, entre guillemets, pour la vie, la vraie. La vie d'un enfant, la vie en société, le respect de la vie de tout un chacun. J'ai grandi dans un espace sombre, vraiment très, très sombre. Et donc, dans cet espace sombre, tu disais que tu étais avec ta grand-mère, c'est ça? J'étais avec ma grand-mère. Mon grand-père a insisté pour me récupérer lorsque je suis née et lorsque ma mère m'a abandonnée, parce que pour lui, un enfant de tel nom, de telle famille, ne sera pas voué à être à la DAS. Il avait bien précisé ce mot. Elle n'ira pas à la DAS, moi je la récupère. Il a fait une demande de tutelle qui a été accordée. J'ai été placée sous leur responsabilité, mais à l'âge de 3 4 ans, mon grand-père a quitté ma grand-mère. Et là, cette femme n'a eu pour autre punching ball, bouc émissaire, que Clay. Ça veut dire que j'étais sa raison de colère chaque jour. Elle disait tout le temps à ma mère, cette femme, qu'elle n'aimait pas les filles, qu'elle ne voulait pas de filles. Je le sais parce que mon grand-père me le racontait. Et en fait, cette femme a fait les mêmes choses avec moi, mais en pire. Elle voulait déjà pas de fille, on lui laisse une petite fille sous son toit. Non mais alors là, les petites filles, l'échec de la vie, elles emmènent des problèmes. Elle va aller voir des garçons, elle va être enceinte. Non, ça va être vraiment la jungle. Et puis de toute façon, non, non, non. Donc elle voulait pas de cette petite fille et elle m'a fait un enfer. Là, elle a fait de ma vie un enfer. De mes 8 ans jusqu'à ce que je quitte sa maison à presque l'âge de la majorité, ma grand-mère m'a fait vivre une vie très inconfortable. Elle a déstructuré toute la psyché qu'on aurait pu construire de manière douce, agréable, confortable pour qu'un enfant puisse se développer. J'ai grandi parmi des dealers.
j'ai grandi avec une grand-mère qui était une grand-mère maquerelle. Nous, sur les îles, une mère maquerelle, c'est pas celle qui veille à sa fenêtre ce qui se passe, c'est une femme qui fait de la prostitution, des mariages arrangés, etc. Donc ma grand-mère faisait ça. Et devant le monde, elle était une femme respectable qui pleurait. J'ai récupéré la fille de ma fille, vous vous rendez compte, je l'élève toute seule, je l'élève, là, là, là. Elle disait des choses vraiment comme si elle était la dame à la fois la plus chargée émotionnellement, psychologiquement du monde, et en même temps la plus douce, alors que c'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Cette femme m'a fait une vie, elle m'a donné de vivre vraiment chaque jour, je peux le dire, chaque jour, la peur d'être battue, la peur de ne pas savoir si aujourd'hui tu vas être safe ou pas. J'ai vécu ça en étant tout le temps dans mes prières et en me disant que quoi qu'il arrive, ben, Dieu voit et Dieu est là, quoi, en fait. Et c'est ma foi de mes 8 ans jusqu'à aujourd'hui qui m'a emmenée à être solide, à croire en la vie, parce que j'aurais pu ne pas y croire. J'ai vu des oncles battre leurs femmes jusqu'à ce qu'elles aient du sang sur le visage, sur le corps. J'ai vu la police faire des perquisitions et chambouler une maison en me bousculant moi. J'étais toute petite et j'en ai le souvenir, c'était récurrent. Donc, pour moi, la vie à leur côté n'a pas été une vie waouh, tout va bien, merci. J'ai pas eu une vie où tout va bien et tu es élevé par une grand-mère, donc tu te dis que tu vas être aimé, tu vas être choyé. J'ai pas été choyée pendant mon enfance et jusqu'à mes 18 ans et demi, au moment où je me suis enfuie, je n'ai vécu qu'un calvaire. Alors d'accord, elle me battait pas tous les jours. Il y a plein de gens qui s'arrêteraient à dire oh mais elle dit qu'elle la battait tous les jours. Elle me battait pas tous les jours. Mais les fois où elle me battait, c'était des coups de poing, c'était des coups de ceinture, c'était vraiment violent. Jusqu'à un jour où elle a voulu me soulever, Mm. elle qui était une grande adulte assez costaud en plus, et c'est son fils, ça, ce souvenir, il reste imbibé en moi, imprégné et imbibé vraiment, et c'est son fils qui l'a arrêté en lui disant, Maman, dépose-la, tu vas la tuer, tu vas aller en prison. Alors elle m'a déposé au sol. Mais ce jour-là, elle voulait me lancer contre un mur. Donc j'ai été sauvée in extremis par l'un de mes bourreaux. Fallait mieux garder le jouet, c'est mieux. On en a encore besoin. Tu vois, j'ai réussi en grandissant à mettre de l'humour quand je le raconte, alors que au tout début de mon lâcher-prise et, euh, et de mon témoignage au monde entier par l'infanticide raté, hein, qui n'est sorti qu'en 2013, fin 2013, j'étais quand même encore en larmes et très très fragile quand je le racontais. Aujourd'hui, j'ai accueilli et développé une intensité de vivre et de puissance de guérison par rapport à tout ça, où je vais pas aller pleurer en te le racontant, je vais te dire que ça existe et qu'il faut absolument, quand on est conscient et au courant que ça se passe dans une maison, au sein d'une famille, quelle qu'elle soit, que ce soit de la nôtre ou des gens qu'on connaît, on se doit d'intervenir. On n'a pas le droit de laisser un enfant subir de peur d'être mêlé à l'histoire, d'avoir des problèmes nous aussi ou autres. On est censé sauver la vie de chacun. Tout à fait. Moi, je le témoigne en ce sens. Et quel lien entretenais-tu avec ta maman? Est-ce que tu la voyais de temps en temps ou pas du tout? De mes 8 ans à mes 12 ans, même plus petite, je pense qu'elle venait là où j'étais, chez sa maman, mais j'en ai pas les souvenirs. Avant mes 8 ans, j'ai aucun souvenir. Aucun, aucun. Et de mes 8 ans à mes 12 ans, je me souviens très bien que ma grand-mère me fait vivre un choc en m'apprenant que ma mère, celle que j'appelle Tati, que je vois une fois par an, 2 fois par an ou autre, n'est autre que ma mère. Et là, c'est le premier coup, hein. Le premier coup psychologique qui vient comme me mettre à terre pour inviter à la réflexion, mais je n'ai que 8 ans. Donc je reste très dans la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vient de me dire, c'est quoi le délire? Et de mes 8 ans à mes 12 ans, je chemine la vie en voyant cette femme donc une fois par an, elle reste que 3 jours chez sa mère, elle me choye, hein, elle m'emmène des habits, des chocolats, elle vit en Hollande à ce moment-là, elle m'emmène plein de choses et elle me chouchoute. Donc je vois une personne douce, pas une personne agressive, pas une personne à l'image de sa mère. Mais je ne la vois que 3 jours. Et je la vois de mes 8 ans à mes 12 ans. Et pourquoi je le dis? Parce que à partir de mes 12 ans, ces 3 jours-là, ils n'existent plus. À mes 13 ans, je l'ai attendue toute la nuit. Toute la nuit de mon anniversaire, le 21 novembre. Je l'attends et je ne la vois pas arriver.
Je l'attends, minuit passe, 1 heure du matin. Je l'attends, je suis fatiguée, mais je me dis, elle va venir. Je ne sais plus quel jour on était, s'il fallait à l'école ou pas, mais j'ai attendu 3 jours durant. Et j'ai gardé mon espoir en me disant, elle n'est pas venue, mais elle va peut-être venir après, elle a peut-être quelque chose, peu importe. J'allais avoir mes 13 ans. Et de ce jour-là, jusqu'à ce que je la retrouve à mes 50 ans, nous nous sommes vus qu'une seule fois. Une seule. C'était un moment où j'avais déjà mon fils qui a 26 ans aujourd'hui. Et à l'époque, il avait 2 ans. Donc, c'était il y a 24 ans. Je la vois 1 heure de temps. Elle m'appelle, elle vient me voir là où j'habite, puisque elle a réussi à avoir mes contacts par rapport à sa mère, par rapport à la famille, qui lui ont donné mon numéro. Elle m'appelle, je suis stupéfaite. Je lui demande pourquoi elle m'appelle. Elle me dit, je voudrais te voir, je voudrais qu'on se rencontre, je voudrais te présenter ton demi-frère. Je lui dis, ben, si tu veux, mais bon, ça va rien changer à la vie, là, quoi. Donc, je l'accueille, je la reçois. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, je la trouve bizarre. Mais je laisse ça sur le compte de peut-être du stress ou autre. Et en fait, bah oui, elle est stressée parce elle a pour idée de me laisser mon demi-frère chez moi. Je Mmh. voudrais te le laisser parce que tu vois, j'ai trop de difficultés. Je sais plus ce qu'elle me baragouine. Je la regarde et je lui dis déjà, on s'est pas beaucoup vu, on se connaît pas. On se connaît pas, c'est le cas de le dire. Je te le dis pas pour te faire pleurer, c'est vrai. Mais de là à me demander d'accueillir mon demi-frère et de l'élever à ta place, non. C'est non, c'est négatif, c'est hors de question. Donc ils sont repartis tous les deux et je l'ai plus revu jusqu'à mes 50 ans. Waouh. Ou de ce jour-là jusqu'à il y a 5, 6, 7 ans, je lui en ai plus voulu, j'ai beaucoup marché le pardon, j'ai beaucoup marché l'amour pour me dire qu'à un moment donné, il faudrait que je la voie en face à face pour lui dire que je ne lui en veux pas, que la vie est ce qu'elle est et que malgré tout, j'ai été mère, donc je sais ce que c'est que d'avoir des fois des difficultés ou autres, mais que je ne peux pas me mettre à sa place et que je lui pardonne. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et Mmh. je l'ai retrouvé là, l'année dernière, au mois de juillet 2024. Je l'ai retrouvé il y a un an déjà, plus d'un an, parce qu'on est en 2026. Et ça a été le plus grand sommet de ma vie. Mmh. Ça a été le plus grand. Même la naissance de mes enfants n'est pas aussi grande que ça. Je n'ai pas honte de le dire. Les gens pourraient dire, mais maman, elle se rend compte de ce qu'elle dit. Oui, je me rends compte. Parce que moi, toute ma vie durant, j'ai attendu de pouvoir savoir ce que c'est que de ressentir l'amour d'une mère, de sentir la peau de sa maman, de voir le regard de sa maman en soi. Là, ça, je peux pleurer, c'est frais. C'est vraiment ce que je vis au jour le jour. Et rien que de sentir et Mmh. de pouvoir vivre cet espace dans une vie là, c'est énorme. C'est énorme parce qu'enfin, je sais, comme me disaient mes enfants, ce qu'ils ressentent quand ils me voient et quand ils me prennent dans les bras et qu'ils disent maman tout simplement. Rien que le fait de dire maman aussi, ça a été quelque chose de waouh. Moi, je dis maman et elle est là, elle est devant moi. Donc j'ai quand même grandi avec une femme, sans une femme à mes côtés qui représentait la mère, avec cette femme qui était absente. Donc c'est énorme pour moi, c'est vraiment énorme. Tout ce que je vis depuis que je l'ai retrouvé est grandissime. Mmh. Grâce au pardon et à l'amour que j'ai nourri toutes ces années en me jurant de ne pas la laisser mourir sans lui dire que je lui pardonne et que je l'aime. Parce qu'elle m'a donné la vie, parce que grâce à elle, je suis cette clé qui s'est structurée autour des maltraitances, autour des violences conjugales, peu importe mon chemin. Cette vie qui m'anime, c'est grâce à elle. Donc, je ne peux que plébisciter, embrasser et aimer cette opportunité qu'elle m'a offert que d'être sur cette terre humanité pour pouvoir vibrer la vie tout simplement au jour le jour et être peut-être quelqu'un de bon ou de mauvais. J'aurais pu prendre un mauvais chemin, mais j'ai choisi le chemin de l'amour, tout simplement. Mmh. Donc c'est quand même grâce à elle. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton enfance ou adolescence de grandir justement sans maman? Peut-être qu'il y a Le repère, les repères, t'as pas de repères. En fait, quand tu grandis sans ta mère et que en plus
tu es battu, tu es insulté tous les jours par une dame qui te traite de tous les noms, qui te traite pas du tout comme ses enfants, ni comme si tu étais son petit enfant, puisque aux yeux du monde, elle te traite super bien quand il y a des invités, quand tu vas quelque part avec elle, et dès que les portes sont fermées, elle te bat, elle te dit de pas toucher à la nourriture de son frigo, que c'est elle qui te sert. Elle te sous-alimente parce qu'elle fait passer ses enfants d'abord. Quand on demande une deuxième fois, on sait qu'un enfant en croissance mange bien. Quand on demande une deuxième fois, elle te regarde et puis elle te dit, non, le reste c'est pour mes enfants. Toi déjà, t'es pas un enfant légitime, t'as rien à faire ici. Donc déjà, estime-toi heureuse de manger, d'être là dans cette maison. Ok. Excuse-moi, madame, pas de problème. Je croyais que j'étais ta petite fille, mais non. Donc le plus dur, c'est ce regard et ce manque, le manque de l'image maternelle, le manque de ne pas pouvoir être chouchouté par quelqu'un qui, normalement, est censé prendre soin de toi, est censé t'emmener à être en sécurité, en fait. T'es pas censé souffrir. On est censé être protégé et on est censé se sentir safe quand on est au sein d'une famille qui t'accueille, qui plus est, qui est ta grand-mère, tes oncles, qui sont ta grand-mère et tes oncles. Tu es censé être un enfant choyé. Et ben là, tu recherches et tu attends de voir à quel moment il y a quelque chose qui va te permettre d'avoir des repères, d'avoir. Mais j'ai pas eu de repères, donc j'ai grandi sans repères et j'ai dû me construire moi dans mon cœur et dans ma tête un monde de bisounours que Clay elle a inventé. Le monde de Clay aux merveilles, ouais, il existe depuis petite, de là à Mmh. Mmh. Et ton papa dans tout ça? je ne l'ai jamais connu et je n'ai entendu que des mauvaises choses sur ce monsieur que j'ai détesté toute ma vie durant. J'ai détesté mon père. J'ai détesté le fait de me dire que c'était un malfrat. Et en fait, j'ai appris, grâce à ma maman, en la récupérant, même si elle a une démence, à un moment donné, elle a eu un moment de lucidité. J'étais pas là, je faisais des courses et elle était avec mon fils de 20 ans. Et déjà, tous les jours, je lui parlais de mon père. Depuis que je l'ai récupéré, je lui disais, tu me parles de R, tu me parles de R. Et elle m'en parlait ouvertement, avec beaucoup d'amour et de chaleur. Donc, je me suis dit, ce jour-là, il y a un truc qui colle pas. À 50 ans, tu te rends compte qu'il y a un truc qui colle pas, qu'on t'a raconté que ce monsieur, il avait abusé de ta mère, que elle avait eu cet enfant en étant elle-même une petite gamine malsaine. Ouah, tu trouves l'histoire trop grosse, mais tu l'absorbes. Et tu te rends compte que non, pas du tout, c'était son premier amour, et lui aussi, pour elle, c'était son premier amour. Et en fait, ils voulaient s'enfuir tous les deux sans qu'elle sache qu'elle était enceinte. Et qu'au moment où elle a accouché, enfin, et qu'elle a vu, donc qu'elle a bien pris conscience qu'il y a un bébé, que c'est lui et ci et ça, ben, ils avaient décidé de s'enfuir. Et cette fuite, ils n'ont pas pu la faire en m'emmenant avec eux, puisque il a été arrêté et il a fait 3 mois de prison parce que ma grand-mère a décidé que cet homme avait abusé de sa fille et donc elle a posé une plainte pour atteinte à la pudeur. À l'époque, c'est comme ça, c'était pas les viols ou les attouchements ou autres. Et du coup, quand elle raconte l'histoire juste en disant quand elle a raconté l'histoire en disant à mon fils juste que elle allait partir s'enfuir et le rejoindre parce qu'ils allaient partir ensemble, j'ai pas pu parce que la police, elle est venue le chercher et elle était triste, son visage s'est fermé. Mais quand elle a raconté son amour pour lui et quand je lui posais les questions, même après, sur le est-ce que cet homme a vu son bébé, est-ce qu'il a vu Clay, comment il a réagi, ben, il a vu Clay, il était content, il s'est penché au-dessus de Clay, il l'a trouvée belle. Et elle m'a mimé, puisqu'elle est démente et qu'elle revient vivre, elle, ces moments-là. Moi, je peux pas, mais elle les vit. Et son regard, il est rempli de douceur. Mmh. Et je me dis que sa famille, là, cette famille, elle a gâché la vie d'une jeune fille, hein. Et cet homme qui, à l'époque, avait 17, 18 ou 20 ans, je ne sais plus, il était prêt à assumer son rôle. Il était prêt à assumer ce qui s'était passé entre deux. Et ils ne l'ont pas laissé. Parce que c'était mon chemin. Je devais souffrir. Je devais, moi, vivre les tourments que j'ai vécus tout au long de cette vie pour me rendre compte de la vie et de toute la perversion de l'humain. Sinon, je ne serais pas cette soignante, cette femme médecine et cette guérisseuse au sein de notre terre humanité qui déploie tout son amour pour apporter son soutien aux enfants, aux hommes, aux femmes, aux couples et aux familles.
Je ne serais pas celle-là si j'avais pas eu cette vie si dure et si brute. Hmm. Avant de retrouver ta maman, donc avant tes 50 ans, tu l'as beaucoup cherché. Je l'ai Comment? beaucoup cherchée grâce au fait qu'elle avait deux cousins qui ont toujours été en contact avec elle. Souvent, les gens sont choqués. Comment elle a fait pour la retrouver? Elle était déjà en contact. Mais non, non, c'est vraiment magique. Même mes enfants sont tombés par terre en juillet 2024 parce que j'ai cru mourir. Elle a toujours eu deux cousins, toujours en contact avec elle. Une cousine que je connais très bien et chez qui j'ai passé la plupart de mes étés quand j'étais petite, parce que non seulement je la voyais parce que mon grand-père me confiait à cette dame en confiance, parce qu'elle avait des enfants, dont une qui a à peu près mon âge, on a 2 ans d'écart, où on se considérait comme des sœurs. Et, je suis encore en contact avec cette cousine aujourd'hui de ma maman, qui est une cousine germaine. C'est la fille de la sœur de son papa. Donc c'est vraiment sa cousine germaine. Cette femme, j'étais pas en contact avec elle pendant toute ma vie maritale et autres. Et puis j'ai retrouvé son lien grâce à un voyage quand j'ai été mettre la pierre tombale sur la tombe de mon grand-père. Je me suis fait choper par ma grande cousine et aussi quand j'ai publié l'infanticide raté parce qu'elle a voulu mettre de l'ordre dans cette histoire. Elle n'a pas pu le faire parce que j'étais très vindicative et autres, donc j'ai écouté ce qu'elle avait à dire, mais je lui ai presque dit non, non, l'histoire c'est pas passé comme toi tu le dis là. Donc ça, c'était déjà un premier pas. Et le cousin, pareil, de ma maman, qui lui a vécu avec elle, mais de plus grands moments, puisque jusqu'à 2019, il a été en contact avec elle. Et je le harcèle, lui, quand je veux son numéro, quand je veux des contacts. Je reçois rien. Je me dis, c'est pas grave. Des mois passent, des années passent. J'attends, je me dis, c'est pas grave. Il a soit pas vu mon message, soit il a pas envie de me parler, soit il a pas envie de me répondre. Et 2024, de mai à juin, je lâche rien. Je lui écris, je lui écris. Je sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose là. Je lui écris sans relâche des messages Insta, Messenger. Partout où il est, je le harcèle. C'est vraiment le mot. Il a subi un harcèlement de ma part. Et là, il m'appelle à un moment donné, en juin. Il me dit, écoute, Clay, j'ai vu tes messages. J'ai pris le temps de les lire et de les écouter. Je vois que tu cherches ta maman, mais moi, j'ai plus de nouvelles de ta maman depuis un bon moment, depuis 2019. J'ai fait ces recherches en 2019 et en 2020. J'ai mis des pancartes partout en Martinique. J'ai appelé la gendarmerie. J'ai posé des affiches partout, même dans les supermarchés. Et la police m'a dit que ta maman avait été assassinée, qu'elle était morte. Mais je suis partie dans un tourment de détresse et de tristesse. Je suis tombée par terre. Je me suis mise à hurler dans ma maison. En juin 2024, j'ai hurlé. J'ai senti la terre s'effondrer sous mes pieds. Il m'a fallu 24 heures pour accueillir ça et réfléchir à mon comportement dans l'accueil de cette nouvelle. Non, si ma mère était morte, ce ne serait pas comme ça. Je me sentirais peut-être autrement. Je suis quand même très connectée. Non, c'est pas. Ma maman n'est pas morte, elle est vivante. Donc le lendemain, je passe ma journée à me dire ça et je dis à mes enfants, non, je vais chercher mamie. Elle n'est pas morte. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y aurait quelque chose qui me le dit. Il y aurait. Non, elle n'est pas morte. Du coup, je me remets à mes recherches. Avec une grande ferveur, je me remets à mes recherches. Et là, je me dis, bah, mon oncle peut pas m'aider. Donc, il n'a pas d'infos. Mais je lui écris quand même que il a la moindre info, qu'il me la transmette. Je contacte cette cousine de ma maman, qui elle aussi n'a pas de nouvelles, mais me donne quand même quelques éléments qui me permettent d'avoir une piste, puisqu'elle me dit, écoute, moi je l'ai vue en 2017-2018, elle voulait aller s'installer en Martinique parce qu'elle n'arrive pas à rester sur la terre de la Guadeloupe. La Guadeloupe la rend vraiment très très alerte, très très nerveuse. Sur notre sol, dès qu'elle y est, ça ne va pas. Et à savoir, ma maman n'a pas grandi sur les îles, elle a grandi à Paris, elle a vécu en Hollande, à Amsterdam, en Belgique, à Bruxelles, près de Bruxelles. Elle a vraiment vécu sa vie hors du continent, hors de notre terre vraiment originelle. Et du coup, je me dis, bah, je vais faire mes recherches par rapport à l'Afrique, à la Martinique, puisqu'elle elle n'est pas restée en Guadeloupe. Et là, j'ai quelques éléments même que son cousin me donne. Elle était vers là, elle était par ici. Tu peux peut-être essayer là. Donc je me concentre sur un petit patelin en me disant super.
J'ai quand même déjà des infos. C'est pas rien quand on est enquêteur. Il faut quand même réduire le champ. Mais dès que tu sais où est la ville, où est l'espace où la personne a été, c'est déjà énorme. Donc j'ai mené mon enquête dans cet espace-là, sans bien sûr avoir vraiment de résultats, puisque la police, waouh les gars, il faut vous revoir comment vous accueillez les gens. J'ai été accueillie, mais alors vraiment à la volée comme ça, avec mais qu'est-ce que vous croyez, madame? On va pas faire des gens rechercher d'un coup une dame que vous savez pas, vous ci, vous ça. Waouh, je leur ai dit ok, d'accord. C'était comme si je les embêtais en fait. Du coup, j'ai appelé des pharmacies, pas de possibilité d'avoir quoi que ce soit. Et là, j'ai un déclic. Arrête de chercher sur l'île. Mmh. Elle t'a présenté ton demi-frère il y a quelques années. Il y a 2, 3 ans, il est revenu vers toi, mais tu n'as pas donné cours de suite à ce qu'il puisse être en contact avec toi. Peut-être qu'il a des infos. Hop, je cherche dans tous mes téléphones anciens cassés le numéro, vite, vite, mais c'est pas le même téléphone. Il me faut son téléphone, mes enfants me voient m'agiter. Je retrouve son numéro. Je lui envoie une multitude de SMS, il n'y répond pas. Au bout de quelques jours, il m'appelle et je lui dis ma démarche, ça ne l'intéresse pas. Je lui dis, bah, peu importe, il faut que tu me donnes le numéro que tu avais à l'époque, il faut que tu me dises comment ça s'est passé entre vous. Ah non, moi je ne lui parle pas. Quand on n'était pas venu chez toi, bah justement, tu vois, moi aussi j'ai été abandonnée, mais à l'âge de 10 ans. Elle m'a placée en famille d'accueil. Donc j'ai eu une vie bien dans la famille d'accueil parce que je suis tombée dans une bonne famille d'accueil qui ne m'a pas agressée, qui m'a rien fait de mal ou autre. Mais je n'ai pas revu notre mère jusqu'à mes 18 ans. Je tombe de ma chaise. C'est quoi ce délire? Elle t'a abandonné à 10 ans. Oui, oui, oui. Il me dit qu'il est très réfractaire à tout ce que je suis en train de faire, mais que bon, il me laisse faire, que ça me regarde. Et du coup, il me dit, mais j'ai même pas son numéro parce que moi aussi, mes téléphones, ils ont été cassés, j'ai pas d'infos. Je raccroche, je le laisse, je m'énerve pas, je me dis, bon, le pauvre. 2, 3 jours passent, puis je le harcèle quand même de SMS en lui disant que le moindre élément pourrait être une bénédiction pour moi, donc d'essayer de faire un effort quand même pour que au moins moi je puisse faire ma traversée et que je vais pas l'impliquer là-dedans. Du coup, il s'acharne à chercher quand même dans ses téléphones un numéro. Il retrouve pas le numéro de ma mère, il retrouve un message qu'il n'a jamais ouvert et jamais écouté. Donc c'était un message du CHU de Fort-de-France qui l'appelait pour lui dire que sa maman est hospitalisée, qu'elle avait fait un AVC, qu'elle était à l'hôpital et qu'elle avait des soucis donc, et qu'il fallait qu'il rappelle parce que là, il y a des mesures à prendre pour madame, un tel, etc. Il ne les rappelle pas parce qu'il n'écoute pas le message. Mais moi, du coup, le numéro, il date de 2019. On est en 2024. Je réponds à ce message et j'appelle le numéro de portable qu'a laissé cette dame. 5 ans Qui... après. Ah oui, oui. 5 ans après, j'appelle cette dame qui n'est autre que l'assistante sociale du CHU de Fort-de-France. Au début, je croyais que c'était une cadre. Et là, elle me dit, cette dame, que ma maman a été hospitalisée, mais qu'elle ne savait pas que ma maman avait une fille, qu'elle n'a connaissance que de mon frère T, et qu'elle ne sait pas. Et je dis, mais bon, ben moi, je vous le dis, je peux vous envoyer des documents, des papiers, je peux vous dire donner ma date de naissance, je peux vous envoyer un acte de naissance. Elle me dit, non, non, je vous crois, je vais vous donner le numéro d'une personne que vous allez pouvoir appeler parce que votre maman, son parcours n'a pas été si simple. Donc, de 2019 à 2024, elle m'explique tout le parcours de ma mère, le parcours médical, le parcours chirurgical, et elle me donne les coordonnées du SAMU social de Fort-de-France, où est ma mère. Et là, je pleure ma vie. Je me dis, mais Dieu est grand. Avec un message d'un répondeur, vous retracez votre histoire. Vous retrouvez votre mère, votre matrice, celle qui, waouh, vous a mis au monde. Je me suis dit ce jour-là, mais Dieu Seigneur, merci parce que, waouh, le chemin a été long, mais je te rends grâce. Donc j'ai rendu grâce, mais vraiment, j'ai rendu grâce, sans arrêt. Et je me décide donc à appeler, à laisser un message à cette dame au SAMU social, cette assistante sociale, parce qu'elle ne répond pas tout de suite. Et j'attends. J'attends qu'on me rappelle. J'attends que ça bouge un peu. Je suis rappelée par la secrétaire médicale qui me demande bien mon identité, etc. et qui m'explique un tout petit peu le parcours de ma maman, mais pas plus, pas de détails.
Finalement, la responsable ou le responsable me rappelle et là, on me donne les coordonnées du coordinateur, de l'infirmier coordinateur de ma maman, celui qui la voit tout le temps, celui qui est responsable d'elle dans l'unité du SAMU social. On me donne les coordonnées de son tuteur. Je dis comment ça, son tuteur? Ah, elle a été placée sous tutelle, votre mère. Waouh! Quel gros morceau! Ok, je fais pas cas de ça. Je me dis, bon, accueil, accueil, Claire, reste calme. Faut que tu puisses aller jusqu'au bout, reste calme. Donc le numéro de son tuteur et le numéro du SAMU social pour que je puisse avoir les personnes qui au quotidien prennent soin d'elle. Donc j'appelle en premier lieu l'infirmier coordinateur, ça me parle, moi j'ai été aide-soignante pendant 15 ans, je me dis lui il va avoir beaucoup d'infos à me donner. Quand on s'occupe d'un patient, on le voit, on lui parle, on essaye de... Je savais pas encore qu'elle était démente. À savoir à ce moment-là, je ne sais pas qu'elle n'a plus toute sa tête et qu'elle a une démence. D'ailleurs, eux non plus ne le savaient pas. Jusqu'à ce que je la récupère, ils ne le savaient pas. Donc lui, il me raconte que ma maman a fait un AVC, il me raconte tout son parcours, donc j'ai des fiches que j'avais notées et tout. Là, je les ai gardées maintenant dans mon journal intime. Il me raconte qu'elle a fait un AVC, qu'elle est diabétique, qu'elle a eu beaucoup de problèmes de santé, qu'elle a eu des interventions au niveau des pieds, etc. Je dis, ah bon, oui, oui, à cause du diabète, etc. Il me raconte que ma maman, au CHU, personne n'est jamais venu la chercher et que eux, ils ont tout fait pour la maintenir en sécurité parce qu'à l'époque, cette dame n'avait pas de famille, n'avait personne qui est venu ni la réclamer, ni demander de quoi de caisse, et que eux n'avaient que pour seule indication de la préserver. Donc de ne pas la laisser repartir à un endroit où elle aurait pu se mettre en danger, tout en sachant qu'à Fort-de-France, il y a des junkies, des SDF, etc. à certains endroits. Je me suis dit, ils ont dû la considérer comme ça, elle. Mais elle n'a jamais consommé de toxiques ou autre, à mon idée, donc ce serait quand même un peu gros. Et là, j'ai peur. Je me dis, est-ce que ma maman a consommé des drogues? Est-ce que Je me pose plein de questions, plein, plein, plein de questions. Et j'ai les réponses au fil du temps, puisque le SAMU social me permet après le contact avec l'infirmier coordinateur, après le contact avec l'assistante sociale du SAMU social, et après un contact avec le tuteur, j'ai le droit d'être en contact avec elle en visio un petit moment, juste pour créer un premier lien. Je vous parle de ça. C'était le 4 juillet 2024. Je n'oublierai jamais de ma vie cette date. Le 4 juillet 2024, j'ai ma mère en visio, assise dans un bureau, avec son tuteur à côté d'elle et le personnel du SAMU social. Ils ont tous été émus, ils ont tous été ébranlés par ces retrouvailles. Parce que je la vois et je garde mon sang-froid, je pleure pas. Je reste la fille qui doit tenir bien debout pour pas effrayer cette dame et pour aller jusqu'au bout de sa quête, la rencontrer, la voir et avoir un bout de son histoire. Elle me regarde et elle me dit que je suis très jolie, qu'elle aime bien voir mon visage et que, oh, je suis sa cousine. Alors je lui dis oui, oui, je, je manifeste aucunement le oh, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et je me rends compte qu'elle n'est pas toute là. Et que vraiment, elle a des phases même où elle s'échappe de cette vie-là, dans ce corps, elle est pas toute là. Donc à la fin de cette conversation qui a duré 9 minutes, je prends dans mon cœur de me dire, je l'ai retrouvée, mais elle n'est pas bien du tout. Hmm. J'aurai jamais de réponse. Oh là là, mais elle est vraiment pas dans un état où j'aurai aucune réponse sur ma vie, sur elle. C'est fini. Ça, c'est un espace que je dois endeuiller. Donc j'accueille cet espace pendant plusieurs jours et je nourris l'amour de pouvoir la sauver, l'amour de pouvoir la sortir de là, l'amour de pouvoir, quoi qu'il en soit, aller à sa rencontre. Donc tout me bouleverse. Comment je peux faire? Est-ce que je dois la sortir de là? Oh là là, elle est sous tutelle. Tout me vient, tout, absolument tout me traverse. Et c'est compliqué parce que, waouh, elle est sous tutelle. Donc, je contacte le tuteur qui, lui, me permet de lui envoyer le livret de famille, ma carte d'identité, plein de choses pour que vraiment, déjà, il se rende compte que je suis vraiment sa fille parce que tout le monde pourrait dire ça et venir la chercher. Ce serait n'importe quoi. Et j'ai été contente de ça parce que je me suis dit, au moins, quelque chose de normal. Donc, il reçoit tous les papiers. Il me confirme que donc, je vous autorise, ce qui montre bien son pouvoir de tuteur, à être en contact avec votre maman de temps en temps, peut-être une fois par tous les 15 jours, une fois par semaine, en visio au téléphone. Donc on organise ces appels. Donc de juillet jusqu'au mois d'août,
j'ai ma maman une fois par semaine, 15, 20, 25 minutes au téléphone en visio. Et on tisse du lien. Je lui parle, elle me reconnaît. Je lui dis, mais tu as des enfants, tu te souviens de tes enfants. Puis je me nomme, je dis mon prénom, tout ça, tout en étant quelqu'un d'à part. Je suis pas celle-là. Donc je respecte ça parce que grâce à Dieu, ma formation professionnelle me permet de rentrer dans son champ en ayant en plus commencé ma carrière auprès de personnes Alzheimer pendant 18 mois. Mmh. Je me dis, waouh, mais c'est des cadeaux bénis. Tu te rends compte que après, quand tu te retournes, que c'était des pépites et ces pépites, elles préparaient le chemin. Donc, me rendant compte que le chemin a été préparé pour elle et pour tout ça, j'adopte vraiment toute l'attitude nécessaire à la mettre toujours en confiance et à l'emmener à être vraiment tranquille par rapport à ce que je demande, ce qu'elle voit, ce qu'elle dit même. Tranquille, cool, tranquille vraiment. Et à un moment donné, eux, ils me disent en fin août que je peux plus être au téléphone tout le temps avec elle parce que je prends le temps d'une personne qui, au sein du SAMU social, donne son téléphone, même pro, à ma maman pendant 20-25 minutes parce qu'elle ne peut pas le tenir. Donc, c'est la personne qui lui tient. Et que pendant 25 minutes, je monopolise donc cette personne. Et que des fois, il y a des urgences et que au SAMU social, on ne peut pas se le permettre quand même. Voilà. Je leur dis, c'est quand même brut ce que vous me dites. Je viens de retrouver ma mère et vous me dites que je ne peux plus avoir d'appel. Donc, j'écris un message de 40 lignes par mail à son tuteur. Il me rappelle parce que je ne vais pas au dos de la cuillère, hein. Je mets en marche que je vais appeler mon avocat, je vais saisir un avocat, je vais voir si c'est normal tout ça. C'est pas normal qu'on me prive de la voir ou de parler avec elle. Oh non, non, non. Donc je fais jouer toutes les connaissances de Clay par rapport au droit. Au droit. Donc hop, je suis pas avocate, mais les petits éléments que j'ai, ce que j'ai vu au sein des familles, ce que j'ai vu pendant mon enfance, ce que j'ai vu pendant ma carrière d'aide-soignante, je le mets à profit. Et là, lui revient sur ses pas en me disant que il est tout à fait légitime de leur part de ne pas être obligé de prendre mes appels parce que ça ne fait pas partie, bien sûr, de leur cahier de charge. Ah, je dis, ah ouais, d'accord, il va loin là. Donc, il a vu que j'étais dans les droits, lui aussi il part dans le truc là. Je parle du droit, il parle du droit. OK. Donc là, moi, je prends la décision d'appeler un avocat, vraiment, et de me renseigner en tout et pour tout sur tous les éléments que j'ai et sur ce que moi, je voudrais. Est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce qui va m'être donné de pouvoir faire et de vivre? Cet avocat prend toutes mes infos. C'est quelqu'un qui est déjà venu dans mon centre, donc qui accueille tout ce que je lui pose comme question avec beaucoup d'amour en me disant, je vous connais bien, je vois la personne que vous êtes lorsque vous m'avez accueilli avec mon papa, qui lui aussi en plus est très malade. Donc je vais prendre ces questions à cœur et je vais m'occuper de pouvoir vous répondre. Je lui dis, c'est vraiment très gentil de votre part et admirable, merci beaucoup. Il me revient une semaine après avec beaucoup de réponses. Et là, je me dis, mais ça y est, je pars, quoi. Je suis Jeanne d'Arc. J'ai tout mon bouclier, mon épée, pam, pam, palam. Je vais m'occuper de tout ça. Donc, je fais valoir mes droits. Je les rappelle en leur disant qu'ils ne peuvent pas me priver de contact avec ma maman, mais que c'est un choix. C'est votre choix. Et c'est pas une question de cahier de charge. Donc, j'écris un mail bien structuré, selon ce que lui m'a bien dit. J'ai tout retenu, donc je fais vraiment comme une sorte de je fais un petit tissage très fin. Je brode doucement. Jusqu'au moment où je leur dis, et est-ce qu'il va m'être possible de la voir, en fait? Et là, ils me disent, oui, mais pas cet été. Vous pouvez pas venir maintenant parce que le personnel va être en vacances. Les gens qui pourraient être ceux qui peuvent vous renseigner seront pas là. Je dis, comment ça, je peux pas venir la voir là, maintenant, au mois d'août? Moi, je peux prendre un billet et être là dans une semaine. Donc non, je vais venir au mois d'août. J'ai encore les mails. Non, c'est pas possible que vous veniez au mois d'août. Il va falloir voir même avec le tuteur, il va pas être là au mois d'août non plus, il va être en vacances à un moment donné, blablabla. Oh, je suis dans une colère. Je me revois, je me ronge les sangs, mais je me retiens parce que j'ai envie d'aller, mais c'est vraiment le cas de le dire. On a envie d'aller déposer des bombes quelque part. Ouh, une façon de parler, métaphore vraiment. Je me dis, oh là là, c'est puissant ce qui se passe dans mon ventre. Et puis finalement, je reviens à me recalibrer, à sortir de cette colère. Et je me dis, ça va pas être la bonne solution si tu pars en guerre. Il faut que tu partes avec vraiment le cœur de faire corps avec eux pour pouvoir être en contact avec elle et entamer tes démarches pour pouvoir la récupérer. Si tu vas en guerre avec eux, ils peuvent même te priver de la rencontrer.
elle est sous tutelle. Et on sait que le monde va mal et que le monde est fou. Donc, ils peuvent même aller sans réfléchir jusqu'à faire ça. Là, ça vient dans ma tête et dans mon cœur, ça. Et je me dis, OK, adopte la carte de la compréhension, de la délicatesse et marche ce chemin-là. Donc là, je marche cette voie en toute tranquillité. Et en amont, mon avocat, lui, est toujours dans les recherches et il va tout faire pour me donner toutes les infos nécessaires à ce que je puisse déjà, un, me rendre en Martinique, deux, voir si je lève la tutelle ou quelle démarche je ferai. Du coup, ça, il continue à travailler dessus très fort. Il appelle même des consoeurs qui sont spécialisés dans les tutelles et tout ça, les mises sous tutelle d'adultes, etc. Et moi, pendant ce temps, du coup, j'ai le temps de préparer mon voyage. Et je me dis, ce serait bien que j'aille la voir avant mon anniversaire, avant mes 50 ans. Donc, je pars la voir du 12 au 18 novembre. Je prends l'avion le 11, j'atterris le 11 au soir. Et du 12 au 18 novembre, je précise au tuteur que je veux un droit de visite pour voir ma maman. Il me l'autorise, il me dit, je vous autorise à voir votre maman de 9h à 12h du 12 au 18. OK, emballé, c'est pesé. J'arrive là-bas et je vois ma maman donc chaque jour de 9h à 12h. Mais notre première rencontre, celle qui est sur tous les réseaux, elle a été comme magique. Je suis rentrée là-bas, on m'a accompagnée vers elle, mais je l'ai reconnue tout de suite, donc j'ai marché vers elle. Je me suis comme penchée un peu vers son regard. Je me suis assise et la magie a opéré. Mhm. L'instant qui est publié, c'est l'instant de nos retrouvailles en vrai, en brut, authentique, dans l'instant T. Elle me reconnaît par mon nez. Elle me reconnaît par mon menton parce que mon grand-père avait ce signe. Le père de mon grand-père avait ce signe. Son grand-père, etc., son arrière-grand-père. Cette grande lignée-là de guérisseurs, de personnes qui prenaient soin des autres dans la bienveillance, ont ce signe. Et elle me touche le menton. Et là, je suis comme, waouh, quelque chose en moi, dans mon cœur, dans ma tête, dans toutes les cellules de mon corps. Et je pense que ça a été de même pour elle. Sauf qu'elle n'était pas assez là pour me le dire. Il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, c'est l'amour. Tout de suite, c'est le waouh. Elle est magnifique, mais elle n'est pas dans un bon endroit. Elle est là, elle est négligée, c'est pas elle. Moi, la femme dont j'ai le souvenir, c'est une femme qui s'apprête, une femme qui est très droite dans ses bottes et debout quand elle a à se présenter quelque part. Donc non, c'est le seul souvenir que j'ai des petits moments, comme quand je l'ai vue quand elle voulait me présenter mon demi-frère, et quand j'étais petite. Une femme qui s'habille et qui... La seule photo que j'ai d'elle, c'est une photo qui est waouh, trop belle, quoi. Elle est bien habillée, elle est jolie comme tout. Et là, je la vois, mais vraiment comme wow, une personne récupérée de la rue. Donc ça me frappe. Et je me dis, mais c'est pareil, j'enclenche pendant que je lui parle, parce que j'ai, je pense, 5, 10, 20 cerveaux. Pendant que je lui parle, Wandara, je suis déjà dans ma mécanique de réflexion. Et ça, et ça. Et j'observe tout le monde, et j'observe le lieu, et mon champ est grand, et mon analyse est de quoi qu'il en soit, la sortir de là. Donc je vais passer tous mes jours de la semaine que j'ai dit au tuteur que je passais là avec elle, de 9h à 12h. J'ai ramené des mèches, donc je lui montre les mèches le lendemain ou le surlendemain de mon arrivée. Je lui dis, j'ai ça pour toi, j'ai des mèches, est-ce que ça te plaît? Elle prend le paquet, elle me regarde les mèches et elle dit, oh, ce sont des mèches, elles sont jolies, c'est joli ça, moi j'aime bien. Je me dis, allez hop, je vais lui faire. Donc je lui propose de lui faire un jour avant de partir. Elle me dit oui. Donc je suis heureuse aussi, je remets les mèches dans mon sac et je continue mon petit chemin. Je lui pose plein de questions sur ce qu'elle aime. Elle peut pas toujours me répondre, ses mots sont très décousus et je sais donc qu'elle a fait un AVC, qu'elle parle pas très bien et que c'est à cause de l'AVC. Je garde ça en mémoire et donc je vais à petits pas et j'essaye de comprendre parce qu'on a toujours le moyen de comprendre ce qu'elle essaye de me dire, notre communication se grandit en fait. Et à un moment donné, j'entends qu'elle veut pas rester là. Elle voudrait partir, elle me le répète une fois, deux fois. Et à un moment, je me dis, bon, je vais déjà aller la promener, je vais la sortir. Donc, je sors avec elle. Je demande une autorisation qui m'est accordée. Pendant 2 heures, j'ai l'autorisation de la sortir.
Donc, je la préviens la veille, donc le mercredi. Moi, je suis arrivée pour la voir le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, le mercredi soir, je lui dis, écoute, demain, je reviens te chercher, mais pour qu'on aille se balader. Pas pour qu'on parte, hein, pour partir se promener avec toi. Elle est d'accord, elle me dit, OK. Le jeudi matin, j'arrive, elle est déjà toute prête, toute vraiment, ils me l'ont mis en Bermuda, la Mmh. tenue est top, je sais que je vais pouvoir aller marcher un peu avec elle. Et au moment de la ramener, elle veut pas descendre de la voiture. Elle ne veut pas descendre de la voiture. Je l'ai publié parce que c'était fort. Elle ne veut pas. Elle me dit, je reste là. Je n'irai nulle part. Je reste dans la voiture. Et juste tous ces moments-là me rappellent combien elle m'a demandé avant de la sortir de là, de partir. Mais bon, du coup, je repars avec elle une petite demi-heure. Je la ramène, elle descend de la voiture. Et là, ce moment-là, Wandara, il signe mon engagement avec ma mère. Il signe mon engagement en toute chose pour elle, tout de suite. Je repars de là-bas, après ce jour où elle voulait pas descendre de la voiture, et je me dis, quoi qu'il arrive, moi, j'ai déjà mes plans, j'envoie déjà des mails à mon avocat pendant que je suis sur l'île, et je lui dis qu'il va falloir faire une requête pour que je puisse récupérer ma maman. Je ne sais pas par quel chemin on va passer, mais là, il faut y réfléchir. Je veux entamer une procédure. Il me répond, OK, 24 heures après. Et quand je rentre dans mon petit espace d'amour, mon havre de paix dans mes montagnes du Jura, là, je travaille fort pour que ce dossier soit en béton. Donc, j'organise une chambre pour ma mère, je libère un espace de mes stagiaires, j'organise une chambre pour ma mère, je fais vraiment, hop, agrandir la porte de la salle de bain de cette chambre, mais qui ne sera pas suffisant parce que c'est juste qu'ils ont enlevé la porte vitrée d'une douche. Je me dis, c'est déjà ça, donc on va commencer comme ça. Je mets un lit, un meilleur lit pour elle, un lit vraiment qui va être costaud parce que ben, quand même, elle a besoin de bien dormir, elle a le corps qui demande, surtout à son âge et avec tout ce qu'elle a déjà eu, un repos qui soit valable sur un lit confortable. Donc je change tout. Je cherche du mobilier, je cherche un fauteuil roulant, je vois qu'elle a une mobilité réduite, je me dis qu'il faut que je cherche plein de choses. Je trouve tout ça sans problème avec la grâce divine, vraiment, même le fauteuil roulant, il coûtait 1 200 euros. Le monsieur qui me l'a donné me l'a laissé à 100 euros en faisant une action humanitaire. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes béni, j'ai vraiment eu toutes les chances de mon côté. Vraiment. Et je continue à faire les démarches et à me dire que la requête va falloir la lancer. Donc je pousse mon avocat parce que je vois que je suis revenue, mon anniversaire est passé. On est déjà quand même presque à Noël, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où en est la requête. Il me précise qu'elle est toujours en cours, qu'il se renseigne énormément, que par rapport à la maladie que peut avoir ma maman, parce que je pensais qu'elle avait la même maladie que mon grand-père, la maladie d'Huntington, et en fait elle l'a pas. Donc je me dis si c'est pas ça qu'elle a, elle a fait un AVC, il y a quand même une dégénérescence, quelque chose quelque part, ça se voit. Et là, on continue à monter le dossier. Moi de mon côté, je fais mes petites recherches par rapport à sa santé. Ils n'ont rien fait au SAMU social. Elle n'a jamais vu de neurologue. Elle n'a jamais vu de diabétologue. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, je me dis que dès qu'elle va être ici avec moi, si j'arrive à la ramener, il va falloir que je réorganise tout son dossier médical. Comme ils ont eu peur avant que je la récupère, un neurologue m'appelle en fin novembre pour me dire que, parce que je commençais à faire du bruit, hein, que non, il voudrait faire un test génétique à ma maman. Il a entendu parler qu'elle a peut-être la maladie d'Huntington et que sa fille est inquiète et qu'il y a eu ce trouble dans la famille, blablabla. Je lui dis, mais vous êtes qui pour m'appeler parce qu'il ne se présente pas? Allô, je voudrais. Vous êtes qui? Donc là, très ferme. Et c'est pas la clé qu'on voit dans les vidéos ou autres. C'est qui es-tu pour me parler, me poser des questions comme ça et te permettre, en fait. D'abord, tu me donnes des infos et dans le respect, tu te présentes. Donc, cette personne fait 3 pas en arrière, elle se présente. J'ai noté l'heure et la date et le nom et tout ce qui s'est passé ce jour-là. Il se présente, c'est un grand professeur d'un service de tonnes. Il me dit, je suis neurologue et je vais faire un test génétique à votre maman. Je vais procéder à un test génétique à votre maman parce que vous avez suscité qu'elle passe un test parce que vous dites qu'il y a eu un souci dans votre famille par rapport. Je lui dis oui, tout à fait, mais ça aurait dû être fait depuis le temps qu'elle est chez vous, en fait. De 2019 à aujourd'hui, elle a fait le CHU, le SAMU. Pourquoi tout ça, ça n'a pas été fait? Elle est diabétique, elle n'est pas suivie par un diabétologue. En fait, je me pose plein de questions. Est-ce qu'elle a vu un ophtalmo? Est-ce que... Mmh. Donnez-moi des informations. Répondez, monsieur. Rien.
Le dossier de ma maman, il y a peut-être des prises de sang ou autre, mais il n'y a rien de tout ça. Donc là, ils commencent tout ça, je pense, à me craindre. Ils se disent, est-ce qu'il y a les procédurières, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que non, je suis procédurière pour venir la récupérer, les gars. Je ne vais pas entamer de procédure pour vous, j'ai pas ce temps à perdre. Ça, ce serait un temps monumental que je perds au lieu d'être avec ma maman. Donc, je ne vais rien faire contre vous. Je suis concentrée sur mon objectif. Récupérer cette dame, lui apporter de l'amour, de la beauté et de la grâce, et ne pas vous laisser entraver ce dont elle a besoin, parce que non, en fait, vous la voyez là? Non, vous n'en avez pas pris soin comme il fallait. Non, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave, ne vous en déplaise, je m'occuperai pas de ça. Je fais toutes mes démarches. En fin décembre, mon avocat me dit c'est tout OK, je vais envoyer la procédure. On l'envoie en début janvier, parce que les fêtes passent, etc. Ben, il a sa famille, hein, c'est un avocat, il a déjà eu beaucoup de boulot, il a plein d'autres choses à faire. Début janvier, on envoie la requête. Tout le monde autour de moi me dit, et même le SAMU social, que ça met beaucoup de temps pour que le juge réponde et que j'aurai une réponse pas avant 3 mois, voire plus. Je me dis, mais ils ont tous craqué. C'est hors de question. C'est non. Je vais pas attendre 3 mois une réponse. Et je prie. Parce que je n'ai pas l'occasion d'aller connecter le tribunal. Oui, écoutez. Donc mon seul moyen, là, il n'est pas de croire que je suis cette fille qui va appuyer sur un bouton, puis qu'il y a un fil conducteur qui va faire que le juge va dire, ben, oh, j'ai ce dossier en premier. Donc je prie Wanda, je prie de tout mon corps, je prie de tout mon être, je prie toute mon essence chaque jour pour que ça accélère, qu'il y ait quelque chose. Et même dans ma famille, il y en a qui osent me dire, tout en connaissant les stratagèmes de la famille de ma mère, oh, tu sais, ça va être très long, plus long que tu penses, pas, ça va prendre même plus que tu crois, hein. Et tu y arriveras peut-être pas, hein, il faut te préparer à ça. Donc on me prépare à la défaite. Ah, mais j'ai dit, mais ils me connaissent pas d'ailleurs, ils n'ont pas grandi avec moi, c'est mal me connaître. Non, je serai pas dans la défaite, ça va bien se passer. Ah ben, prépare-toi quand même. Ben, je me suis quand même préparée au pire, mais comme ça. Et je me suis préparée au mieux, comme ça. Et j'ai eu une réponse 30 jours après. Non-lieu pour le lieu de résidence de Madame Intel. Elle est autorisée à se rapprocher de sa fille. Je gagne. Elle vient vers moi. Du coup, je m'organise comme je peux. Mon travail, mes enfants. Oh, il va falloir que j'aille la chercher. On est en février et j'ai la tête en deux parce que j'ai pas les moyens financiers, j'ai tout qui s'effondre. Oh, j'ai une super réponse, c'est génial, je suis en joie. Et pendant toute la préparation, je suis au bout. T'as pas les moyens, Clay? Tu veux aller la chercher avec quoi? Tu peux pas prendre un billet d'avion, tu peux rien faire. Rebelote. Mon répertoire, je connais du monde. J'en ai aidé des gens. Alors peut-être qu'ils vont avoir une petite pépite d'étincelle d'aide pour moi. Je contacte des gens, que dalle. Et puis je dis, oh, je suis suivie par des gens qui m'ont toujours fait des clins d'œil et que j'ai déjà rencontrés. Donc je contacte un copain de réseau et qui a été à un moment un voisin de palier à moi, en lui demandant s'il peut, il est steward, donc est-ce qu'il peut avoir un billet pour moi? Non, je crois pas, parce que j'ai que mes billets pour ma famille. En fait, si quelqu'un n'est pas de notre famille, on peut pas. Ah, je lui dis ok. Je raccroche très déçu. Oh. J'appelle des amis. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais miser quelque chose sur un billet pour ma mère? Personne. À un moment donné, je me dis, c'est pas possible. Je lance l'appel sur Facebook, du coup. Et une de mes patientes est sur Insta. Et une de mes patientes entend et voit la cagnotte que j'ai lancée. Et elle m'écrit sur Messenger avec tout ce que tu as fait pour moi et pour ma famille. Je ne peux pas faire autrement que de t'offrir des places. Et elle est hôtesse de l'air. Et elle m'offre la possibilité d'y aller plusieurs fois. Elle me dit, si tu veux y aller une première fois, il n'y a pas de problème, on peut avoir un billet en payant tel prix. Et si tu veux y aller une deuxième fois, toujours sur mes tickets à moi, parce que j'en ai 4 par an, mais je te les offre. Elle me dit, je t'offre les 4. Elle m'a offert les 4. Elle m'a offert les 4 allers. Ça fait aller-retour, donc 2 billets. Elle me les offre et je vous dis honnêtement, j'ai pas vu cette patiente 20 000 fois. J'ai vu cette patiente 3 fois en soins. J'ai reçu chacune de ses enfants et c'est tout. Et elle a fait ça pour moi, pour ma maman, par la sensibilité que ça a suscité, ça a éveillé chez elle de voir mon histoire.
Et elle ne me connaissait pas, je ne me présente pas à mes patients. Je suis un tel, tu vois. S'ils vont sur les réseaux, ils savent. Mais je leur raconte pas ma vie, hein. Ils sont là pour se soigner eux déjà. C'est tellement important. Allez, on y va, les gars. On envoie du lourd. Du coup, elle fait ça et moi, je la remercie un million de fois. Je trouve que c'est une chance parce que Dieu a toujours mis des anges sur mon chemin, comme je le dis dans un live. Et elle est un de ces anges. Elle est un de ces anges parce que grâce à elle, je vais pouvoir aller voir ma maman. Donc, j'y suis allée de mes propres moyens au mois de novembre en me mettant vraiment les finances à l'envers, mais c'est pas grave. Et depuis, il faut le savoir et j'ai pas peur de le dire au monde, je me suis mis en danger quand j'ai retrouvé ma maman. Je me suis mis en danger financier le plus possible. Mais et alors? La vie de ma maman à moi, elle vaut tous les dangers. Donc, de novembre jusqu'à ce qu'elle elle puisse m'offrir un billet et jusqu'aujourd'hui, tous ces espaces que j'ai traversés, que je traverse, sont rien. Ils sont un grain de sable dans, ils sont vraiment un grain de sable dans l'océan qui, c'est rien. Tout ira pour le mieux parce que l'union de deux âmes comme ça vaut bien tout ça. Ça vaut bien tout ça. Et du coup, quand cette hôtesse m'offre le billet, c'est le billet du mois de janvier que j'ai posté où je suis à côté d'elle, où elle est en robe orange et je lui dis que je vais venir la chercher. Donc je fais le vol, vu que je ne peux plus la voir en visio et que je pleure ce manque d'appel, ce manque de visio. Je pars la voir en janvier pour la rassurer, lui dire que je suis en train de faire des papiers. C'était début février même. Février. C'était les vacances de février, début des vacances de février, puisqu'on a eu la réponse début février de tout ce qui s'est passé et que la requête a été comme reçue et l'ordonnance est arrivée. Et mi-février, puisqu'elle me demande des dates et autres, elle me dit, bon, on peut faire comme ça, parce que là, j'ai des vols, là, j'ai des vols. Elle me donne plusieurs dates, moi, il faut que je m'arrange, c'est compliqué, mais je le fais quand même, et c'est mon fils qui me paye le billet. Il me dit, maman, c'est 300 euros, là, peu importe. Ah ouais, moi, je te le paye. Je lui dis, bah, ce sera en même temps mon cadeau d'anniversaire. Il me dit, oui, ce sera ton cadeau d'anniversaire en retard. Parce que j'étais pas là, j'étais en Thaïlande, et ok, ça peut faire comme ça. Et il me l'offre. Et c'était la plus belle, mais vraiment le plus beau cadeau qui m'est fait, même si le cadeau, c'est de les avoir eux aussi, que de pouvoir aller traverser pour la voir. Et que 24 heures, Wandara. Ça veut dire que j'y vais, et comme l'hôtesse m'a expliqué, j'ai une nuit à l'hôtel avec elle, et on repart. Je me dis, je vais être d'équerre, le jet lag, il va m'arracher, vraiment. Mais c'est pas grave, j'y vais. Je prends sur moi un petit sac, une petite valise. Allez, go. Et là, arrivé en face de ma maman, je prends un taxi, je fais tout ce que j'ai à faire. L'hôtesse est encore plus gentille que ça. Je dors avec elle dans l'hôtel où elle est, dans sa chambre. Elle demande spécialement une chambre avec deux lits, pour un pour elle, un pour moi. Et je ne paye quoi en différence que 20 euros. Elle me dit non, non, mais on va faire comme ça. Je dis non, je vais prendre un Airbnb, je vais m'arranger. Ah, mais hors de question, non, non, on va jusqu'au bout de ce qu'on fait. Et hop, j'ai dit waouh, tu es incroyable. Et du coup, je prends un taxi pour aller voir ma maman, mais je compte mes pièces, hein. Le taxi, il n'a pas intérêt à me prendre plus que ça et ça. Je suis pas milord, attention. Je vais voir ma maman en taxi. Je paye le taxi, je lui laisse même un pourboire en me disant Dieu est grand, laisse un pourboire. Tu sais que tout va bien se déclencher pour ta maman. Je laisse un pourboire. Je vois ma maman et pendant 4 heures, je la rassure. Maman, je vais bientôt venir te chercher. Le juge a validé le fait que tu puisses venir vivre avec moi. Elle est heureuse et on passe une matinée dingue. On rigole. Elle commence à dire aux gens autour d'elle qu'elle part. Elle se moque des gens, puis même les secrétaires, la coordinatrice et tout. Lui dit, mais Madame Attel, ben quand même. Elle dit, ah ben oui, hein, ça va se passer comme ça. Et là, même moi, je suis au bout, je me dis, mais c'est pas vrai. Elle et moi, en plus adulte, en clown et en toutes les mimiques, etc. Donc, je me suis vue à travers elle. Et j'ai savouré ces 24 heures là-bas pour la rassurer parce que j'ai vu une facette de moi que je n'avais pas encore vue, que je n'avais pas encore connectée. Et c'était immense. Donc, je suis rentrée le cœur léger de l'avoir rassurée et de devoir préparer son arrivée vers moi. Et il m'a fallu mars, tout le mois de mars, pour pouvoir réfléchir, crier au loup, j'ai besoin de vous, pour pouvoir avoir vraiment la possibilité de prendre des billets en premium parce que elle ne peut pas voyager en éco, elle a une mobilité réduite, son corps n'est pas tout à fait comme il est vraiment tout.
il lui faut de la place. Donc je me dis, voyager comme ça, c'est pas possible. Premium ou business. Waouh. Je peux pas la laisser seule en business. Elle doit voyager avec quelqu'un parce qu'elle parle. Elle va peut-être même pas dormir. Il faut que je sois là. Elle est incontinente. Non, non, non. Donc je prends des billets en premium. Je pars la chercher. J'ai cette opportunité. Et à la grâce de Dieu, vraiment, j'ai eu des pépites de personnes qui m'ont offert de pouvoir aller la chercher et je les rembourserai petit à petit. Pas de problème. Je vais donc la chercher. Et là, mais c'est le ventre serré, hein. J'ai une valise, il y a des habits pour elle avec des couches, il y a mes habits, il y a le fait qu'on ne va pas voyager avec une assistance dans l'avion parce qu'elle n'a pas besoin d'assistance médicalisée. J'ai tout fait avant. J'ai appelé des associations, j'ai vraiment tout fait, j'ai utilisé toutes les, tous les outils qu'on peut avoir pour s'occuper et prendre en charge une personne dans l'état de ma maman. Je les ai faits et je peux dire au monde entier qu'il faut arrêter de croire au Père Noël. Il n'y a personne qui vous aide quand on me dit mais vous devriez demander là. Il n'y a personne. Il n'y a rien, il n'y a personne, c'est moi toute seule là. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est moi et l'humanité. Et du coup, j'organise le voyage du mieux que je peux. Mais le ventre serré parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, elle va être sous ma responsabilité. J'ai un certificat médical qui m'autorise à prendre l'avion avec elle parce que je suis sa fille et c'est tout. Mm. C'est tout. Grâce à ce certificat médical, je peux juste avoir l'assistance à l'aéroport, donc un fauteuil roulant qu'on me donne, et pas quelqu'un, qu'on me donne, et je me débrouille avec elle. C'est OK, j'ai pas peur. C'est ma mère, je vais en prendre soin, on va prendre l'avion correctement. Du coup, j'arrive à prendre l'avion avec elle, de l'aéroport de Fort-de-France à l'aéroport de Lyon, tout ce qu'on a fait comme parcours, même si j'avais peur au ventre, la peur au ventre, ça ne s'est jamais ressenti ni dans mes gestes, ni dans mes actions. J'ai été au top du top, dans ma peau de warrior, dans ma peau de Jeanne d'Arc, avec le ventre serré parce que on ne sait jamais. Mais je me bats, je reste très alerte partout, je regarde tous ses gestes. Je l'emmène à l'aéroport entre deux, aux toilettes, je la change. J'avais prévu des gants jetables, donc j'ai des gants, je les savonne, je mets de l'eau. Je fais tout pour qu'elle soit au propre, comme ça dans l'avion. Je lui mets ses couches. On arrive enfin à Lyon. Et là, c'est le voyage en voiture. 4 heures en voiture pour aller dans mes montagnes. Je me dis, est-ce qu'elle va supporter la voiture? Est-ce que ça va être OK? Est-ce qu'elle va pas me faire un malaise? Est-ce que j'ai tout, j'ai son insuline, mais quand même, je m'inquiète. Mm. Eh bien, le voyage, elle a été la plus adorable des femmes. Elle n'a pas dormi pendant les 8 heures de vol et elle m'a pas laissé dormir parce qu'elle m'a parlé pendant 8 heures. Ah, Pendant 8 heures, je faisais ça. Hein? Non, 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 elle me parle en créole, elle me parle en français. Je me réveille, je fais oui, essaye de te reposer. Non, 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 je n'ai pas dormi. En mm. voiture, par contre, là, elle parle pas, elle regarde les paysages. Mais elle regarde avec le regard comme un enfant qui redécouvre tous les espaces, là, waouh, c'est beau. Parce qu'elle a été enfermée pendant toutes ces années au SAMU social. Il n'y avait rien, à part le SAMU. Mm. Et elle essaie pas d'aller une ou deux fois en ville ou à la plage parce qu'on les emmène, qui ont nourri son être, sa psyché, son bien-être, ses besoins de récréatifs. Donc là, elle regarde, elle observe et je suis contente parce que je me dis, waouh, c'est énorme, c'est beau. Et donc, je l'observe, je me tourne toutes les 5 secondes pour la regarder. Et elle savoure. On s'arrête, je la fais manger, je fais attention, je prends son dextro, je lui fais une insuline, je dis, bon, ça va aller. Elle se nourrit correctement. Arrivée ici, chez moi, c'est extraordinaire. Elle dit, ah ça, c'est chez nous. Et moi, Mm. je fonds en larmes. Et je lui dis, oui, maman, ici, c'est chez ta fille et tu vas être chez toi ici jusqu'à la fin de ta vie. Wow. Donc, j'ai pu m'occuper d'elle pendant 3 mois au sein de ma maison, au sein de mon centre, là, parce que je vis dans mon centre. Et après, elle a été malade. Là, elle m'a fait un coup Vraiment, elle a chuté. Elle a fait une hydrocéphalie, donc de l'eau, toute la membrane du cerveau, Mm. qui comprime du coup le cerveau. Je la vois pas bien et je vois qu'elle a de moins en moins d'équilibre. L'infirmier qui s'occupe d'elle, que on s'est bien organisé, on fait une super équipe tous les deux. Quand ma mère veut pas se doucher avec lui, c'est moi qui la douche, de par ma profession d'aide-soignante, et même sans, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est naturel. Donc on est tout à fait organisés tous les deux et on est une équipe de feu par rapport à elle. Et que ce soit pour le coucher, les douches et autres, à un moment donné, l'observation de chacun fait qu'on est alerte, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je lui dis oui, il y a quelque chose qui se passe là.
Et on a tellement étudié le cas de ma mère en 3 mois qu'on voulait même en faire un mémoire. Tellement c'est incroyable déjà son histoire, mais en plus tout l'état de santé que nous, on a réussi en 3 mois à recalibrer. Moi, en 3 mois, c'était pas la dame que j'ai ramenée du SAMU social, hein. Elle parlait, elle rigolait, elle faisait la fête et elle parlait toute la journée de tout, de rien. Elle est festive, elle veut pas aller se coucher le soir. Elle dit non, mais là, je suis avec mes cousines en soirée. Non, je ne vais pas me coucher là. Et elle parle comme si elle était en soirée. Elle regarde les gens, un monde imaginaire qu'elle voit mais que je ne vois pas. Donc je me dis, j'ai passé des grands moments avec elle. Et là, on voit qu'elle glisse. Donc il y a un problème, c'est sûr. Je regarde l'infirmier, je dis, bah, peut-être que la maladie qu'elle a, si elle a la même maladie que mon père, mon grand-père, bah, c'est en train d'avancer ou pas, j'en sais rien. Et en fait, non, non, elle perd en mobilité, elle s'endort, et là, ça nous inquiète 10 fois plus. Elle prend son petit déjeuner, elle dort sur la table. Je me dis, non, 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 il se passe quelque chose. Lui, là, il prend les devants, il revient pour un dextro le midi, et il lui donne ce traitement, il me dit, je suis désolée, Clem, mais là, il faut que j'appelle le SAMU parce qu'elle s'enfonce, elle est en train de s'engager, votre maman, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, le mot engagement, je le connais, c'est pour dire que quelqu'un va être dans le coma ou mal. Je lui dis quoi, quoi, quoi? Elle n'était pas dans cet espace-là. Dieu merci. Je me suis dit, oh là 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 là. Non, elle était en train de s'enfoncer, de décliner, c'était juste ça. Donc, il appelle le SAMU lui dit, je ne peux pas me déplacer, mais tout ce que vous me décrivez nécessite que cette femme soit conduite à l'hôpital, donc je vais vous envoyer les pompiers. Nous, là, on n'a pas d'ambulance, c'est pour vous dire comment la France va mal. Même quelqu'un qui est en train de partir, là, s'ils n'ont pas d'ambulance, le SAMU, de dispo, on va vous envoyer les pompiers ou peu importe, hein, ou SOS médecins, ils font le relais parce qu'ils n'ont plus les moyens. Du coup, les pompiers arrivent rapidement en plus. Ils me posent plein de questions, ils emmènent ma maman avec eux, ils me disent est-ce qu'on peut l'emmener se coucher pour prendre ses constantes, etc. et voir ce qui se passe. Donc ils font leur anamnèse, tranquille. Et là, ils me disent, bon, donc oui, on va l'emmener, madame, on va l'emmener à tel hôpital. Mais est-ce que vous avez une préférence? Parce que vu que là, vous habitez là, vous avez le choix entre là et là. Donc je leur dis non, celui-ci sera le mieux. Après, c'est égal, il faudra qu'elle aille à Lyon parce que moi, j'ai déjà contacté des personnes à Lyon, mais elle devait voir un neurologue en septembre. Et donc, je vais essayer d'avancer le rendez-vous. Ah, il me dit, vous avez fait ça? Je dis oui, oui. Ma maman a des troubles de toute façon cognitifs, donc il faut que je sache de quoi ça vient parce qu'il n'y a peut-être pas que l'AVC. Et même si c'est que c'est le cas, il faut que je connaisse son état de santé global, en vérité. Donc, ils font tout. Ils mettent ma maman sur le brancard. Je pars avec elle, parce qu'ils me demandent si je veux l'accompagner, parce qu'ils peuvent m'emmener. Je leur dis oui. Et en fait, arrivé là-bas, IRM et tout ça et tout ça, elle a une hydrocéphalie. Elle reste donc à l'hôpital. Et là, c'est le début du cauchemar. C'est le début de mon deuxième cauchemar, parce que j'ai récupéré ma maman. Elle a vécu 3 mois avec moi. J'en ai pris soin, mais alors ma pépite d'amour. Et là, à l'hôpital, je sens que ça glisse et j'ai même peur qu'elle meure. Je me dis, mais si je l'ai retrouvée pour qu'elle meure, mais ça n'a pas de sens. Alors là, je me fâche contre Dieu et je lui dis, mais toi, tu me fais quoi là? Je lui dis, mais là, tu fais n'importe quoi parce que je lui ai toujours parlé comme si on était en face à face, hein. Je fais ça depuis toujours. Et là, je contacte à chaque fois que je vais la voir et que je reviens chez moi, l'hôpital de neurologie, de neurocognition de Lyon. Je me renseigne, je fais tout ce que j'ai à faire. Personne ne me répond, les secrétaires me baladent. À un moment donné, j'arrive à avoir gain de cause et j'insiste avec l'hôpital où elle est, le personnel soignant et le reste. Et en fait, c'est par eux que je dois passer si elle doit aller à l'hôpital de neurocognition. Alors, encore un tourbillon. Et je me bats parce qu'ils ne m'entendent pas. Non, nous, on n'a pas ça à faire. Votre maman, elle peut rentrer chez vous. Eh bien, il faut demander une auxiliaire. Il faut demander à ce que l'infirmier passe plus. Je leur dis, oula, on se regarde là, 2 minutes. Il s'agit de la santé de quelqu'un quand même. C'est un humain. Elle va pas rentrer pour que, sans auxiliaire, avec un infirmier qui vient que le matin, le midi et le soir, je la retrouve qui s'est cassé la figure dans sa chambre et peut-être qui meurt du coup parce qu'elle se prend un mauvais coup ou qu'elle tombe dans mes escaliers parce que moi, mon bâtiment a plein d'escaliers de tous les côtés et que je la retrouve par terre, mais ça va pas. Je leur dis, elle est sous tutelle. Ce serait en plus moi la personne en cause parce que j'ai demandé. Non. Alors ils me font un foin, un foin, un foin. Mais finalement, ils contactent l'hôpital de la neurocognition avec toutes les démarches que j'avais faites et le ticket que je leur donne de la consultation de septembre, pour dire que cette dame était prévue en septembre, mais sa fille peut-être voudrait que, voilà.
Donc, ils y arrivent et là, elle va passer une semaine là-bas. Et eux, ils y vont pas au dos de la cuillère. Je les remercie encore jusqu'aujourd'hui. Ils font une batterie d'examens, mais totale. Et là, j'ai des réponses. De quoi souffre ma mère? Qu'est-ce qu'elle a eu même quand elle a eu son AVC? J'ai tout. Ils peuvent me retracer le moment même où peut-être l'AVC a eu lieu, etc. Et là, je sais que ma maman a une leucopathie vasculaire sévère et que c'est un trouble qui fait que quoi qu'il arrive, elle est comme les Alzheimer, mais c'est bien plus intense parce que l'Alzheimer, il a une démence qui va finir par l'emmener au fil des ans et il peut vivre 10 ans, 20 ans comme ça. Sauf qu'elle, elle peut vivre peut-être que 5, 10 ans. La dame, elle me regarde. Non. Non, cette maladie, elle ne te permet pas d'avancer et de vivre 5, 10 ans comme ça, safe. C'est 3, 5, 6 ans. Et je devrais m'estimer heureuse parce que elle est. Mais moi, je pleure ma vie. Je dis, mais je l'ai retrouvée. Et en fait, non seulement elle n'a pas la même maladie que mon grand-père, où j'aurais pu me dire que j'avais au moins 10 ans à attendre. Et non, non, la leucopathie vasculaire, c'est tous les vaisseaux qui éclatent. Quand tu t'y attends pas, c'est des micro-AVC qui peuvent avoir lieu tout le temps ou à des moments donnés, mais de façon massive. Et à un moment, un jour, tu peux en faire un et ne pas y revenir. Donc, c'est quand les gens ne connaissent pas, ils se disent, mais c'est quoi? Donc, la leucopathie vasculaire, c'est le pire du pire. Et ça l'éteint, parce que chaque vaisseau qui éclate éteint une zone. Ça déstructure tout. Tout le système neurocognitif est voué à s'éteindre. Et je me dis, waouh, là, j'ai les réponses, ça fait mal, hein. Mais au moins, je sais ce qu'elle a. Et je vais me battre parce que le peu de temps qui nous reste toutes les deux, il nous appartient. Il faut qu'elle soit avec moi. Il faut que j'arrive à la ramener à la maison. Il faut que je puisse profiter d'elle. Mm. Il faut que je puisse vivre ces quelques années qu'on n'a pas eues toutes les deux. Mm. Et du coup, elle reste là-bas une semaine. Ils la retransfèrent parce qu'ils me disent, vous savez, on va pas pouvoir la garder, votre maman, parce qu'on n'a aucune structure adaptée pour elle. Et je leur dis, mais pourtant, votre structure, elle est adaptée parce que vous êtes d'un secteur fermé. Elle peut pas tomber. J'ai vu le personnel, les aides-soignants, les infirmiers sont super. Ils s'occupent d'elle comme waouh, elle est vraiment chouchoutée. Et il Mm. m'explique, non, non, nous, il n'y a que des examens. Les gens restent 15 jours, maximum 3 semaines, mais après, ils repartent ou alors ils vont en maison de retraite. Et je leur dis, bah, est-ce qu'on ne peut pas faire une demande pour que le temps que moi je m'organise et que je puisse avoir un lieu adapté pour ma maman dans ma maison, pour qu'elle soit prise en EHPAD et que cet EHPAD soit adapté à sa pathologie. Et là, ils me mettent en lien avec l'assistante sociale qui est extraordinaire à Lyon et qui fait tout un dossier avec moi pour ouvrir un dossier informatique sur leur plateforme pour ma maman. Et je salue cette dame en me disant que waouh, elle va trouver une super structure, ça va être quelque chose de où on prendra soin d'elle comme il faut, hein. Mm. C'était un rêve. J'ai rêvé. Ça fait 5 mois que ma maman est à l'hôpital. Ils ont déjà essayé 20 000 fois de me la rendre au risque de la faire avoir un accident ou autre. J'ai dû rencontrer le porte-parole de l'hôpital où elle est, le porte-parole du directeur de l'hôpital. J'ai dû les mettre bien en face de je suis responsable de l'adresse de ma maman et de son état de santé par rapport au fait qu'elle soit là, qu'elle est. Mais je ne suis pas responsable de si elle doit passer de l'autre côté parce que vous la virez, parce que vous ne voulez pas entendre qu'elle n'est pas en sécurité si elle vient chez moi. J'ai dit donc là, c'est de l'ordre de la non-assistance à personne en danger. Ce rendez-vous a duré 1 heure, plus d'1 heure. Ils ont voulu me faire tourner en bourrique dans tous les sens. Et j'ai fini par leur faire entendre que moi, je prendrais volontiers ma maman dans ma maison de manière adaptée. Je leur ai dit, eh ben vous qui êtes soignant, puisque là, vous êtes le porte-parole du directeur, vous êtes la cadre de santé, vous êtes une infirmière, blablabla, que l'un d'entre vous se porte garant de me donner une infirmière ou une aide-soignante qui vienne tous les jours s'occuper de ma maman pendant que je travaille, pendant que je suis occupée. Il n'y a aucun souci, ma maman, elle rentre aujourd'hui, hein. Donnez-moi quelqu'un qui va veiller sur elle, une auxiliaire. Et je sais que ma maman n'est pas en danger parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ça. Elle doit être en sécurité et je ne dois pas, moi, même moi, travailler le cœur qui palpite parce qu'elle peut se lever et me faire une bêtise. J'en m'en voudrais toute ma vie, en fait. Mm. Et là, ils m'écoutent, ils me regardent, ils me disent tous, oui, mais bon, ça, c'est pas de notre sort. Si on devait s'occuper de tous les gens qui nous disent parce que, ah, mais j'ai dit, mais c'est votre problème à vous, c'est pas le mien. Donc, ils l'ont gardé. Et je leur ai dit, si vous voulez, je fais mon avocat vous contacter parce que je l'ai déjà contacté pour ce que vous êtes en train de me faire.
Ils ont tout de suite arrêté toutes les démarches, toutes les demandes de rendez-vous. Vous devez rencontrer un tel parce que vous devez récupérer votre maman. Non, la cadre, elle va vous rencontrer encore aujourd'hui. Ils ont tout arrêté. J'ai dit maintenant, ça va s'arrêter. Mon avocat peut vous contacter au cas où. Et je peux même faire, si vous le souhaitez, une interview, donner une interview à une journaliste et puis que ce soit publié dans les journaux. C'est comme vous voulez. Ils se Mm. sont arrêtés. Parce que là, j'ai sorti la carte de la menace. Mm. Mais ça fait 5 mois qu'elle est à l'hôpital. Et ça me fatigue parce qu'elle est dans un service où il risque rien de lui arriver, ça va, c'est bien. Mais elle n'est pas confortable. Des fois, j'arrive, elle n'est pas lavée. Des fois, elle n'a pas été lavée pendant 2 jours si je ne suis pas venue pendant 2 jours. Des fois, elle n'a pas mangé, comme là. J'ai été opérée de mon hystérectomie totale non conservatrice. J'ai été 3 semaines alitée fermement, mais je suis quand même allée la voir 2 jours avant l'intervention et 8 jours après mon intervention, en prenant des risques parce que j'avais pas le droit. Le chirurgien m'a pas autorisé à faire ça. Et en fait, elle était dans un mauvais état. Donc, je me dis que c'est pas une bonne chose non plus que de la laisser là-bas. C'est une femme coquette. Moi, quand j'y vais, ils me voient arriver toujours tous avec des gros sacs parce que j'ai ses habits, j'ai des parfums, j'ai toutes des lotions que je passe sur son corps, j'ai de la crème, j'ai tout pour faire ses manucures, tout pour prendre soin d'elle comme si elle était là. Mm. Et à chaque fois, ils ont juste le regard de me dire, chaque fois que vous êtes venu, on le sait parce que votre maman, ça sent bon dans sa chambre et elle sent bon. Ouais, bah lave-la, elle sentira bon en fait. Mm. Mm. Voilà, donc j'ai ça. Et là, aujourd'hui, je le dis, je fais vraiment appel à l'humanité puisque j'ai créé une cagnotte Ulule en ce sens pour pouvoir la prendre chez moi. J'ai un espace de 80 mètres carrés. Mon plus grand rêve aujourd'hui, ce Mm. serait que ce 80 mètres carrés que j'ai, qui est brut, qui est tout cassé, soit restructuré, rénové et que ce soit un appartement pour ma maman. Et qu'en plus, je puisse embaucher une auxiliaire qui soit avec elle quand moi, je ne peux pas. Que je travaille et que les moments où je travaille pas, je sois tout le temps avec elle. Ça, c'est mon rêve absolu. Donc, je le pose, je le dépose au sein de notre terre humanité et j'attends que le monde s'élève pour moi et avec moi pour elle. Mm. On mettra le lien de la cagnotte sous la vidéo, Le podcast. sous le podcast. Mais du coup, je pense que beaucoup d'auditeurs, quand ils vont écouter le podcast, vont se dire, mais sa maman ne l'a pas élevée, mais elle aujourd'hui s'occupe de sa maman. Comment est-ce qu'elle fait? Quelle est sa force en fait? Comment elle arrive? Parce que je pense que c'est pas du ressort de tout le monde. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Sur ça, je dirais à tous les humains au sein de notre terre humanité de ne jamais perdre de vue que nous ne sommes pas maîtres pour juger. Nous ne sommes pas les maîtres pour juger le chemin de quelqu'un, quel qu'il soit au sein de notre famille, dans les amis ou autres. Dès que nous sommes dans un jugement envers quiconque, même anodin, moi ça m'arrive mais je me reprends, ça m'arrive mais je me reprends, je suis humaine hein, après tout. Dès qu'on passe cette porte du jugement, on est à la place du grand divin. Il peut se permettre de nous regarder, de juger, même lui je pense qu'il le fait même pas. Donc moi en tant que petite humaine, là en cette terre humanité, qui suis-je pour juger le chemin de cette femme, pour juger le fait qu'elle ait abandonné 4 enfants? Et alors? Il y a eu plein d'éléments qui m'ont invité à comprendre que ce n'était pas de sa faute. Ma maman est issue d'une grande lignée de sages guérisseurs. Dans sa lignée, il y a des sages qui ont toujours fait le bien, de très belles choses, et il y a des sages qui ont toujours pourri la vie de tout un chacun par méchanceté, avec des ensorcellements, mais vraiment, je le dis, et ça existe pour ceux qui se posent toujours des questions de mais des ensorcellements, des envoûtements, ils ont envoyé des engagements à des gens dont moi j'ai pu voir vraiment les choses que je peux comprendre aujourd'hui en ayant retracé et vécu tout ce chemin-là sans elle, que c'est une vérité. Ma maman, elle est issue d'une grande fratrie. Sa mère a eu 2 jumeaux qui sont morts à la naissance, pris par ces ensorcellements. Ma maman avait un jumeau, elle est jumelle. Son jumeau est décédé à 3 ans sans cause. Il n'était pas malade. Au sein de la famille de ma maman, il y a des êtres qui se nourrissent de la vie des autres, se nourrissent de la chance des autres, se nourrissent de l'essence vitale des autres, et ces gens-là sont en fauteuil roulant, à l'hôpital ou ailleurs, et personne ne sait, je le dis en toute vérité, personne ne sait ce qu'ils ont. J'ai un cousin qui a passé
presque 6 mois à l'hôpital, parce qu'il était promis à une belle carrière de football, parce qu'il était extraordinaire à l'époque, il avait 17 ans. Il était extraordinaire, ce garçon. Du jour au lendemain où la nouvelle a couru chez nous en Guadeloupe, dans tous les quartiers où sont notre famille, ce garçon s'est retrouvé en fauteuil roulant en moins de 48 heures. Mm. Sans maladie, sans rien. Il a été hospitalisé à la Salpêtrière pendant presque 6 mois. Les médecins n'ont jamais trouvé la cause du dysfonctionnement de ses jambes. Il est paraplégique à vie. Mm. J'ai été le voir tout au long déjà quand j'avais 15 ans. Et je pleurais. Quand je l'ai su, je pleurais déjà. Et c'est en cheminant tout cet espace de ma vie pour ma maman, en retraçant ma lignée, en fait. Qui je suis moi, Claire, pourquoi j'ai des visions, pourquoi j'entends, pourquoi. C'est en retraçant tout ça et en me posant beaucoup de questions et en allant dans le vif. Hein, j'ai pas eu peur d'aller aux gens, dire aux gens, oui, mais moi, mais ça veut bien de quelque part. J'ai été dans le vif et on m'a dit, une grande sage haïtienne qui m'a accompagnée à accueillir mes dons et ma vie en cet espace en me disant que je n'étais pas un monstre parce que je me considérais comme un monstre à cause d'eux, là, à cause de ce qu'on peut voir, ce que les gens font de mal. Vous vous dites, oh là là, elle m'a accueilli cette dame et elle m'a appris que je n'étais pas un monstre, mais une bénédiction au sein de notre terre humanité pour aider l'humanité. Et elle m'a accompagnée pendant 10 ans. 10 ans pour être cette femme droite, alignée, consciente des choses parce qu'elle m'a beaucoup appris sur le discernement et la clarté. Elle m'a beaucoup appris que juger, c'était pas du ressort de l'humain et que pour vivre sereinement et sainement, comme les gens disent dans leur religion, mais que les religions, c'est un phare en effet, qui divise plutôt que d'unir, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas les maîtres. Nous ne sommes pas les maîtres. Et qu'à partir du moment où on se place en tant que celui qui fait comme s'il était Dieu, on est déjà dans une grande erreur où on sera rattrapé à un moment donné. Donc j'ai grandi et je me suis élevée en étant consciente que je n'étais pas Dieu, mais plutôt un outil à lui en cette terre humanité, et que je lui devais respect, que je devais respecter toutes les dimensions de tous ces espaces que la terre humanité me fait naviguer, voyager, pour être le plus loyal, le plus digne, le plus honorable possible par rapport à ce que je peux offrir à cette terre humanité. Et c'est ce que j'ai nourri pour ma maman. C'est le pardon, c'est le chemin que j'ai emprunté et c'est ce qui m'a emmené, cet enseignement, cette initiation de la vie et de moi et de toutes mes parts, m'a invité à marcher le pardon, l'accueil, la douceur et le non-jugement. Mm. Et ça fait 25 ans que je marche cette voie et que je continue à recevoir des enseignements, que je continue à grandir ma lumière sans être celle qui croit que waouh, je suis pas arrivée et je suis rien d'autre que une petite poussière d'étoile au sein de notre terre humanité qui peut aider son prochain. Je ne suis pas waouh, je suis comme tout un chacun et les enseignements que je donne à des femmes et à des hommes qui suivent mes stages vont en ce sens. Je leur dis, regarde-moi, je suis ton miroir. En moi, tu vas voir des parts de toi que tu vas développer, et qui seront les tiennes, qui vont avec tes dimensions. Elles ne seront pas similaires à 200% à moi, mais regarde-moi pour voir combien je peux refléter quelque chose qui est en toi. Voilà comment j'accompagne les gens et comment j'initie tout être à marcher sa grandeur. Mm. Magnifique, C'est ce qui m'a aidé pour ma maman le plus, le plus. magnifique. Et Clé, as-tu un message final pour les auditeurs qui souhaitent retrouver un parent? Ah oui, je leur dirais de marcher l'amour et de se nourrir de l'amour de leur être, la puissance même de l'amour qu'on peut avoir dans notre foi intérieure, dans ce qui nous est donné de vivre par cette vie qui nous anime, pour mener à bien cette quête. Rester dans l'amour, ça va être l'essence même et la substance de votre force. Ça va nourrir votre pugnacité d'y arriver. Si vous restez concentré, aligné sur ce versant qu'est l'amour. Ne lâchez rien. N'écoutez personne autour de vous. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme. Soyez concentrés à ce qui vous anime à l'intérieur. Voilà.
Un magnifique message de fin. Un grand merci à toi, Clé, un grand, grand merci et on vous envoie à toi, ta maman et toute la famille, les enfants aussi, beaucoup d'amour, plein de belles choses Mmh. et beaucoup de lumière. Merci. Merci infiniment, Mandara. Merci à toi et on va mettre tous les liens de la cagnotte, de Mmh. tes ouvrages pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton histoire et je Mmh. les invite vraiment à te suivre. Mmh. On va tout mettre en dessous de la vidéo, également pour découvrir ton Merci. univers. Merci infiniment. Mmh. Merci à toi, plein de Merci à toi pour ton écoute, pour ta douceur, pour ta justesse d'avoir créé ces podcasts qui ont du sens, qui font sens pour toutes les femmes afro-caribéennes aujourd'hui, je le dis. Il nous faut prendre place au sein de cette terre humanité. Nous avons trop été cachés trop longtemps. Donc ce petit message est important pour toutes celles qui veulent, qui soyez, marchez et grandissez votre loyauté envers vous-même pour vous lancer au sein de cette terre humanité avec toutes les valeurs de notre africanité rétablies, grandies et assumées. Moi, je les assume depuis que j'ai 13 ans. Mais bon, mon petit cri de jeune fille, il n'est entendu que maintenant parce que je le prône encore et davantage. Mmh. Mouh. Merci infiniment, Clé. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao, ciao. Mouh.